réforme des retraites, manifestation que ça engendre. Qui manifeste? Les manifestants qui appellent à rejoindre le mouvement, et même qui dénigraient les gilets jaunes, qui aujourd'hui voient une part de leur gâteau possiblement leur être enlevé, manifester, appeler à la cohésion. On voit tous les syndicats qui se ramènent, des privilégiés pour la plupart, qui a un régime spécial de retraite dans le pays, hormis les fonctionnaires assimilés, ceux qui ont déjà des salaires, pour beaucoup bien au-delà du SMIC. Alors, je parle pas des fonctionnaires, les petites mains, ceux qui balayent, ceux qui ramassent des poubelles, des services de plus qui sont de plus en plus privatisés dans les grandes villes, avec des ramassages qui passent de moins en moins de toute façon. D'autres villes où ça s'organise en finie partie. Quand est-ce que les gens vont se réveiller? Qui c'est qui soutient un tel système? Chacun veut protéger son beefsteak, ça peut se comprendre. Mais qui pense à sa retraite? Qui a l'assurance d'avoir un boulot qui va lui garantir une retraite confortable aujourd'hui? Qui peut prétendre avoir l'assurance d'avoir toutes ses annuités jusqu'à son départ à la retraite? Je sais pas. Se préoccuper de l'avenir de sa retraite en prétendant défendre les acquis sociaux, prétendre défendre le futur des générations. Mais de qui se moque-t-on? Et pas marre d'être pris pour des cons. On nous montre des manifestations soi-disant monstres. On nous dit près de 60% de la population soutient le mouvement. Qui soutient le mouvement? Hormis ceux qui ont un régime spécial et qui veulent surtout pas perdre leurs acquis. On voit qui en grève? Les fonctionnaires qui sont pour se branler la nouille, des fois à 4-5 000 euros par mois. C'est eux qui chipotent pour leur retraite. On voit bien ces lignes de métro qui sont saturées. Les gens sont pas en grève. Le peu de rames qui circulent là, sont bondées. C'est plein, on dirait Hanouna, serré comme des sardines. À un moment donné, quoi, les fonctionnaires, on va peut-être se poser la question, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Leur salaire, il vient d'où leur salaire? Donc avant de s'intéresser à leur retraite, les salaires des fonctionnaires, qui c'est qui le fait le salaire des fonctionnaires? Si c'est pas les entreprises privées qui, elles, fabriquent de la richesse, produisent de la richesse pour pouvoir, de leurs cotisations, de leurs taxes et impôts, subventionner et créer le salaire des fonctionnaires, qui sont là en réalité juste pour garder le système en place, pour s'assurer que chacun obéit aux règles de notre société dans lesquelles nous sommes tous esclaves.
Mais qui garde le troupeau si c'est pas les fonctionnaires? Dans les CAC, avec des postes maintenant qui font doublon, triplon entre les préfectures et les mairies. Les postes sont doublés, triplés. Ah, pas les petites mains, pas ceux qui font la réalité du boulot, mais ceux qu'on appelle les cadres, qui eux n'ont pas à pointer pour la plupart, passent leurs après-midi de beau temps au golf. C'est pour eux que les gens vont aller manifester, pour leur assurer à eux des retraites confortables, alors qu'ils ont déjà des salaires qui vont bien au-delà de ce qu'un smicard peut espérer toucher, même en fin de carrière. Faut arrêter la connerie à un moment donné, les fonctionnaires. Qui c'est qui vous paye? Qu'est-ce que vous fabriquez qui produit suffisamment de richesse pour vous extraire un salaire? C'est bien les privés. Et oui, donc manifester, appeler à soutenir le mouvement, appeler à manifester avec vous. Derrière, bien rangés, des syndicats qui choisissent qui peut défiler dans les cortèges, avec des services d'ordre bien établis, des flics, la plupart, eux, mis en maladie pour éviter d'avoir des montées de nerfs et puis que vous ayez le même sort que les gilets jaunes. Maintenant, vous appelez les gilets jaunes à vous soutenir, vous avez soutenu les gilets jaunes, vous les syndicats. Vous n'avez rien à branler des syndicats, des syndicats des gilets jaunes. Qui c'est qui parle de la famille de cette première femme qui s'est fait écraser le premier week-end de manifestation des gilets jaunes? Pendant un an, ça a duré, ça dure encore. On nous en parle plus, mais c'est pas pour ça que les précaires ont retrouvé un confort de vie équitable au vôtre. Vous prétendez vous préoccuper de l'avenir en pensant à vos retraites. Bande de cons, regardez dans le ciel déjà. Vous inquiétez pour vos retraites. Combien d'entre vous seront déjà morts d'un cancer avant l'âge de la retraite? Combien? Posez-vous les questions. Il y a 40 ans, on nous disait, dans 30 ans, dans les couples, 1 sur 2 seront concernés, victimes du cancer. Et vous espérez aujourd'hui pouvoir attendre paisiblement l'âge de la retraite pour vivre? Mais vous pensez comme des esclaves. Soyez pas surpris d'être traités comme tels. Vous n'avez pas marre de vos conneries, de courir tout le temps après du pognon qui est imprimé comme les banques centrales le décident, distribué à qui ils le veulent. Vous allez à un moment donné, les gens vous prendre en main, étudier comment fonctionne le système monétaire afin de pouvoir le rejeter. C'est peut-être ça qu'il faut faire déjà pour commencer. Comprendre la fabrication monétaire, comment ça se passe. Déjà, ça serait déjà une bonne avancée, quoi. Que de produire pour le privé de la marchandise en surproduction, qui en trop grand nombre perd de sa valeur, et du coup fait perdre de l'intérêt à fabriquer ses richesses. Du coup, vous faites virer comme des chiens avant l'âge de la retraite de toute façon. Donc espérer une hypothétique retraite, je sais pas, faut arrêter d'être con à un moment donné, quoi. On est le pays où on a le plus de fonctionnaires, mais c'est pas des fonctionnaires qui font du travail. Et les hauts fonctionnaires, les cadres dans les mairies,
Parce qu'on montre toujours du doigt, à juste titre, des fonctionnaires d'État qui travaillent dans les ministères, dans les grandes préfectures. Mais comment ça se passe, même dans les petites mairies? Vous croyez que c'est pas pareil? Quand dans une petite mairie, un mec qui fait 4 photos dans sa semaine, qui est en poste en tant que photographe et en tant qu'urbaniste, touche pas loin de 5 000 € pour pas en glander une. Croyez pas qu'il y a un souci. Ah, c'est sûr, le mec, lui, il va pas se plaindre. Il va pas se plaindre. Sauf si on lui touche sa retraite, peut-être. Mais un photographe, payer 5 000 boules pour faire 4 photos. Pour, quand il n'y a pas de photos à faire, gérer l'instruction de permis de construire. Les permis de ses potes, pour la plupart du temps, quand ils se décident à bosser dans le service. Arrondir les angles, faire passer des plans sans les regarder. Oublier de déclarer certaines taxes sur les surfaces et ainsi de suite. Pour pas que ses potes paient trop d'impôts. Éviter que les petites mains en dessous de lui gèrent les dossiers plus sérieusement. Dénigrer ses collègues qui auront une conscience professionnelle et qui traiteront tous les usagers de la même façon. Les mairies sont pourries. Donc faut pas s'étonner qu'au plus haut niveau de l'État, des mecs comme Delevoye et ainsi de suite soient aussi pourris. On accepte déjà la pourriture dans nos mairies. Personne ne peut le nier. Tout le monde le voit aujourd'hui. Comment ça se passe dans les polices municipales? Comment ça se passe dans les services du bâtiment des mairies? Comment ça se passe dans les écoles? On voit bien que c'est le bordel. Tout le monde le voit. Mais ça dérange personne. Donc on ne vous demande pas de changer vous votre quotidien. Rien vous dérange, tout vous passe au-dessus. Ça vous touche pas, rien à branler. Et maintenant vous prétendez défendre l'avenir de tout le monde en combattant une réforme. Une réforme sur les retraites. Sans se préoccuper de savoir si vos enfants ont un réel avenir dans ce pays. Regardez plutôt l'état des rivières. Regardez plutôt l'état des terres, l'état des forêts. Vous croyez qu'il y aura toujours des carrefours, qu'il y aura toujours des Leclerc, qu'il y aura toujours des Intermarchés pour vous vendre de la bouffe? Ah, de la bouffe de merde, ça oui, il y en aura toujours. De la bouffe issue de mélanges chimiques, ça il y en aura toujours de la merde pour vous empoisonner. Les gens se plaignent de ne pas avoir assez de pognon. Mais qu'est-ce qu'ils font pour essayer de faire des économies? Quand on a un ancien ministre de l'écologie qui vous prévient que lui il est prêt pour l'effondrement, entouré de chasseurs, au cas où que si les gens, quand il n'y aura plus rien à bouffer, que les magasins seront vides parce que le transport sera bloqué dans un monde globalisé comme le nôtre, si le transport s'arrête, au bout de 3 jours, les grandes villes, la capitale, les magasins seront vides. Qu'est-ce que feront les gens à ce moment-là? Qu'est-ce que feront les habitants parisiens? Vous croyez qu'ils vont continuer à aller dans le métro, serrés comme des cons pour aller au boulot? Non. S'il n'y avait plus rien à bouffer, le salaire, ils n'auront plus rien à foutre. On l'a vu avec la République de Weimar déjà, comment ça s'est passé. Et oui, faut pas toujours écouter que la télé qui nous raconte que des conneries. À un moment donné, il faut peut-être se réveiller et voir la vérité en face. La vérité en face, c'est lorsque le système
aura décidé le reset, le blackout, appelez-le comme vous voulez, l'effondrement, ça, entre nous, nous allons nous écharper. Pour un bout de pain, les gens seront prêts à se trucider. Donc quand on a un ministre de l'écologie, un ancien ministre de l'écologie, qui vous dit que lui, il s'est préparé à l'effondrement, ça choque personne. Les gens se disent, ouais, il est pas trop con, lui au moins il est prêt. Enfin, un petit pourcentage, parce que la plupart s'en foutent complètement, on croit que c'est irréel, hein, que jamais les magasins seront vides, que jamais l'effondrement arrivera. Comme c'est parti là, c'est déjà commencé. Donc on attend quoi? On attend que la guerre soit dans nos rues. On attend que les communautés s'opposent les unes aux autres pour pouvoir ouvrir les yeux, voir la vérité en face. Réveillez-vous les gens. Réveillez-vous. C'est pas pour vous, c'est grillé, pour moi, c'est grillé. Pour nous, aujourd'hui, c'est grillé, c'est à nos enfants qu'il faut penser. Et c'est pas en pensant à vos retraites que vous allez sauver l'avenir de vos enfants. Voyez la vérité en face. Parce que s'il y a une chose qui est sûre, c'est que ce qui n'a jamais changé dans l'histoire de l'homme, c'est les mentalités. Le vice d'hier est le même vice qu'aujourd'hui. Les enculés d'hier sont les mêmes enculés qu'aujourd'hui. Et oui. On vous apprend à l'école les guerres, les grandes guerres, comme si une guerre pouvait être grande. Les guerres de 14. C'était quoi les guerres de 14? Et pas marre les têtes de cons qui vous disent ouais nos anciens ils se sont battus pour nous, ouais nos anciens ils ont acquis des droits qu'il faut protéger aujourd'hui, bande de cons. Va. Et vous, vos enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire de vous? Que vous les avez laissés crever en échange d'un petit pactole assuré pour vos retraites, que vous ne verrez pas de toute façon parce que vous serez crevés avant, bande de cons. Qu'est-ce qui s'est passé en 14? On n'a pas fait la guerre contre un ennemi qui voulait du mal aux populations. L'ennemi, il était chez nous. L'ennemi, c'est notre élite, l'élite corrompue, qui pour installer son nouveau système avait besoin de se débarrasser de la génération de nos grands-parents. Parents pour certains, grands-parents pour les autres, arrière-grands-parents aujourd'hui pour nos enfants. Se débarrasser de ceux-là qui avaient un savoir-faire dans les mains, qui n'avaient pas une mentalité marchande comme la mentalité d'aujourd'hui, de consommateurs qui achètent et qui se lassent aussitôt. À cette époque-là, les gens n'avaient pas besoin d'aller courir les magasins pour s'acheter un outil, pour s'acheter quel que soit l'appareil. Les gens savaient faire leur pain, les gens savaient forger les outils, les couteaux, les lames qu'ils avaient besoin, les bêches, les pelles. Les gens savaient faire. Ah, c'est sûr, ça gênait le commerce. Et le but de la guerre de 14, en réalité, c'est celui-là. Éliminer un savoir-faire. Éliminer tous ceux qui avaient le savoir-faire d'un atelier, le savoir-faire de la forge. Tout est lié à ça, quelque part. Tout est lié à ça. Réfléchissez aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? On a deux camps qui se sont toujours opposés. Pour monter bien plus loin que ce que nos souvenirs et ce que le savoir instruit dans les écoles nous enseigne. La réalité, on a deux camps qui se sont toujours opposés, avec un camp qui est devenu rapidement plus fort que l'autre. Ces deux camps, c'est deux logiques de vie complètement différentes, qui auraient dû toujours être complémentaires si l'homme avait été intelligent. Et malheureusement, un des camps s'est retrouvé en sous-nombre et s'est fait éradiquer par l'autre.
alors que c'est lui au départ, ce camp, si on peut l'appeler ainsi, cette logique-là, qui a tout enseigné aux hommes. C'est lié quelque part à la forge encore. Ah, aujourd'hui, on voit ça comme des mythes, Arthur, l'épée sortie du rocher. C'est une allégorie qui nous parle de la forge, qui nous vient de l'âge de pierre, quand l'homme a commencé à s'intéresser aux minéraux autour de lui, s'apercevoir qu'en les balançant dans le feu, des propriétés apparaissaient. Et après avoir compris que de la pierre, il pouvait remonter des abris, qui est un besoin vital, le besoin de s'abriter, un de nos premiers besoins vitaux. Et oui, on a commencé à mélanger les pierres, les remettre en poudre et refaire ce qu'aujourd'hui on appelle la pierre moulée, qui n'est que de la pierre reconstituée, qui a permis, il n'y a pas si longtemps que ça, de monter des pyramides. Ah, on peut nous faire croire qu'elles ont été taillées, montées il y a 2, 3, 4, 5 000 ans, tout ce qu'on veut, quoi. Ben, on est prêt à croire n'importe quelle connerie quand elle est dit avec assurance, avec politesse. Mais c'est pas pour ça que le mensonge est vérité. Les pyramides, bien sûr, n'ont pas été construites par les Égyptiens, je sais pas, il y a combien de milliers d'années, c'est pas vrai, tout ça c'est des conneries. C'est un savoir-faire qui était connu depuis longtemps, qui permettait de faire des ziggourats, qui permettait de faire des maisons en pierre, mises en poudre, remélangées avec de la terre, avec de la cendre. On a reconstitué des pierres, on a su sceller, faire des maisons. On préfère vous faire croire que oui, c'est des esclaves qui ont taillé les pierres. Ah, c'est sûr, pour vous garder esclave, on ne va pas vous dire la vérité. Si on vous donnait la technique, la façon de faire, qui est à la portée d'un gamin de 10 piges, pour monter votre propre maison, vous croyez que vous iriez acheter des parpaings, des briques comme des cons? C'est quoi des briques? Ce n'est que de la terre cuite. Qui est pas capable de faire des briques à partir de terre cuite? Tout le monde est capable de le faire. Donc si demain on récupérait ce savoir-faire et qu'on montait nous-mêmes nos maisons, vous croyez pas que ceux qui font du business sur la construction feraient les gueules? Donc ils n'ont pas intérêt à vous faire redécouvrir un savoir-faire ancestral. Pareil pour la forge. Pourquoi Mittal, il est un des seuls, il a pratiquement le monopole de tout l'acier sur la planète? Il n'a pas besoin de tout cet acier, lui. Il n'a pas besoin de tous ces métaux. S'il les récupère, c'est pas pour en faire profiter l'humanité. C'est justement pour empêcher les hommes, comme au temps d'avant, de forger à partir des pierres riches en fer, de forger les métaux dont ils ont besoin. Donc des mecs comme lui, ça aurait pas été lui, ça aurait été un autre, c'est pareil. Mais la réalité, c'est de nous en priver.
C'est ça la réalité, c'est de nous en priver. Donc les hauts fourneaux, tout ça, quand ils ont fait grève parce que ça allait fermer ou quoi, sont-ils interrogés pourquoi, pourquoi ces sites-là allaient fermer? Parce qu'ils ont fini par extraire une bonne partie de tout le stock de minerais. Donc maintenant qu'on en est privé, on peut toujours avoir la connaissance et l'idée de pouvoir revenir en arrière, d'extraire les roches qu'on a besoin pour pouvoir en profiter nous-mêmes. On peut toujours essayer, maintenant il n'y en a plus. Mais il ne s'arrête pas là. L'écologie. Depuis le temps qu'on nous parle écologie, les mêmes qui nous parlent écologie sont ceux qui organisent la destruction de la nature. Et oui, parce que là, c'est la même logique. Un écosystème, de quoi il part? D'où se nourrissent les plantes de base? Les plantes sont nourries par les déchets des poissons. Faut le savoir. Faut le savoir. On nous dit pesticides et ainsi de suite qu'il faut les supprimer. Mais en regardant de près, on voit très bien l'augmentation d'utilisation de pesticides jusqu'encore à nos jours. Donc si les pesticides, l'écologie avait la conviction que c'est mauvais pour nous, que c'est mauvais pour l'avenir de nos enfants, comment se fait-il que l'augmentation d'utilisation de pesticides est toujours en progression? Ça sert plusieurs intérêts, notamment celui de vous empoisonner, celui d'empoisonner la terre. Oui. Donc, pour en revenir aux deux camps, Abel et Caïn, ça vous parle? C'est quoi Abel et Caïn? Si ce n'est pas une allégorie entre la logique des chasseurs-cueilleurs qui vivaient pas complètement en nomade, puisqu'ils se déplaçaient d'un besoin à un autre quelque part. Ils suivaient au fur et à mesure des saisons et de leurs besoins les endroits où ils savaient qu'ils allaient extraire les richesses dont ils avaient besoin. Quand ils avaient besoin de roches, ils allaient à tel endroit. Quand ils avaient besoin de chasser, ils allaient à tel endroit. Ils suivaient. Ils avaient un parcours qui, en fonction de leurs besoins, les amenait là où ils allaient trouver les richesses facilement accessibles pour pouvoir subvenir à leurs besoins tout simplement. Et ils vivaient en parfaite harmonie avec la nature. On les appelle, peut-être vulgairement, je ne sais pas, le peuple des arbres, le peuple des forêts. Pourtant des indices nous sont laissés, hein. Mais qui sait lire les signes qui nous sont donnés? Ils ne nous sont pas donnés comme ça pour le plaisir de nous délivrer la vérité. C'est lié au consentement, tout ça. Et c'est lié à ceux qui organisent le chaos, en fait, c'est même pas un besoin, ont l'obligation, pour la raison du libre arbitre, d'arracher notre consentement. Ils ne nous le disent pas clairement, mais à partir du moment où c'est signifié, qu'on accepte, consciemment ou inconsciemment, à partir du moment où les signes nous ont été donnés, qu'on les voit, qu'on les voit pas, on donne notre consentement. Le consentement va avec le libre arbitre. Donc si on consent, on prend une part de la responsabilité du retour karmique quelque part. Donc ils se dégagent de leur responsabilité parce que quelque part on signe avec eux.
Je reviens à Bellequin. On a là une allégorie justement entre l'opposition entre chasseurs-cueilleurs et agriculteurs. L'un qui vit de manière en accord avec ses principes ancestraux, en communion avec la nature, extrayant pas plus que ce qu'il a besoin. Et de l'autre côté, on a les agriculteurs. Les agriculteurs qui, après avoir dompté, dressé, mis en esclavage la terre, ont mis en esclavage les animaux, qui sont devenus des outils pour pouvoir produire encore plus. Et de là, l'habitude prise à mettre en esclavage les animaux, la population augmentant, les gens avaient plus de temps, plus besoin de chasser, plus besoin de cueillir, juste à ramasser les fruits de la production. Donc ils ont commencé à avoir du temps. Du temps pourquoi? Du temps pour faire des gamins notamment. C'est pour ça qu'il y a une grande différence de natalité entre les chasseurs-cueilleurs et les agriculteurs. Chasseurs-cueilleurs qui avaient en moyenne un enfant tous les 4 ans, et un agriculteur qui en avait un tous les ans. Quelque part en même temps, ça faisait de la main-d'œuvre. Pour pouvoir produire un peu plus de richesse. Donc rapidement, des villes ont commencé à se constituer. Et les agriculteurs, petit à petit, se sont retrouvés en bien plus grand nombre que les chasseurs-cueilleurs. Ils ont commencé à se déplacer, découvrir des nouvelles terres cultivables. Et il y avait les chasseurs-cueilleurs dessus, à qui ils ont certainement appris l'agriculture aussi. Mais petit à petit, ils ont pris la place de ces chasseurs-cueilleurs. Chasseurs qui avaient certainement, eux, découvert les secrets de la forge pour fabriquer des armes. Pas pour faire la guerre, à mon au départ. Pour chasser plus efficacement, pour se protéger. Les jardins de Babylone, les jardins suspendus, comme on nous dit. C'est une façon aussi d'élever les poissons qui permettent de leurs déchets de nourrir naturellement les plantes, qui transforment les déchets des poissons en nourriture assimilable à leurs besoins. Les déchets des plantes qui, elles, deviennent nourriture pour les poissons. Et on a là un cercle vertueux qui, tant qu'il est équilibré, permet de nourrir les populations. Donc tout n'est pas acheté dans l'agriculture. Mais l'un et l'autre auraient dû être complémentaires. Sauf que le surnombre d'un côté et la possibilité de stocker des richesses a commencé à tout dénaturer. Et un camp a pris le pouvoir sur l'autre. Et petit à petit, les chasseurs-cueilleurs ont disparu. Ils ont disparu. Ils ont été longtemps les maîtres des royaumes. Et petit à petit, ils ont disparu. Avalés par l'agriculture. Mais ces hommes de pouvoir, ces nouveaux maîtres,
se sont pas arrêtés là. Ils ont voulu mettre la main sur toutes les terres cultivables. Et ils l'ont fait. Jusqu'à imposer le système de l'agriculture à la planète entière. Faire passer le chasseur-cueilleur comme un sauvage, comme un barbare. Et on finit par l'éradiquer. Et aujourd'hui, pour continuer à imposer leur pouvoir, ils détruisent la planète. Car depuis 7 ans, les gens suivent celui qui remplit la gamelle. Les gens n'ayant pas conscience que demain on peut les priver de bouffer et que ça les ferait crever, obéissent. Ils obéissent à un système qui pense unique pour pouvoir leur garantir leur survie. Donc ils échangent leur vie contre l'assurance d'avoir une gamelle bien remplie. Jusqu'au jour où, après avoir tellement pourri la terre, empêcher la possibilité aux gens de revenir à des systèmes autonomes et indépendants pour produire leur nourriture, n'auront plus le choix que de se soumettre aux règles de l'agroalimentaire, de l'agrochimie, car la terre ne pourra plus produire des denrées assimilables par l'homme. On sera obligé de passer par la chimie. Et sous prétexte de se nourrir, on sera empoisonné petit à petit, comme c'est déjà le cas. Que ce soit l'eau, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, tout est empoisonné. La volonté est de mettre la population sous la contrainte d'obéir aux seuls qui seront capables de les nourrir. Et c'est ça l'avenir de nos enfants. Être obligé de bouffer de la merde, parce qu'il n'y aura plus que ça à bouffer. On leur aura laissé la possibilité à nos maîtres de détruire la planète pour empêcher tout retour à l'autonomie et à l'indépendance alimentaire. C'est ça le bout du bout. Mais les solutions sont pourtant simples, sont pourtant connues. Mais les gens aujourd'hui sont tellement aliénés qu'ils ne veulent même pas voir la réalité en face. Et même si on leur donne une méthode qui prend 5 minutes par jour pour produire sa nourriture, une nourriture saine, sans aucun agent chimique, les gens refusent. 5 minutes, c'est déjà trop. Ils préfèrent aller bosser toute leur vie pour avoir un salaire qui va leur permettre d'acheter la dernière paire de pompes, le dernier téléphone, qui pourrit encore un peu plus la terre au passage, exploite un peu plus les populations soumises au dictat militaire, les esclaves, poussés à produire des richesses dont on pourrait très bien se passer. Par contre, les richesses qu'on a absolument besoin, on les laisse dans les mains d'enculés qui n'ont qu'une envie, c'est de les détruire. Regardez la nature. Regardez la nature, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de poissons dans nos rivières. Donc même si demain on voulait revenir en arrière, c'est même pas garanti que ce soit possible. La base, c'est d'avoir des poissons. C'est de pouvoir faire des systèmes aquaponiques. Des systèmes qui permettent, hors sol, les sols sont tellement pollués, qui permettent de produire une nourriture de base, qui pourrait nourrir quelques lapins, quelques poulets. Ah, mais les gens, oui, ils ne se voient pas tuer leurs lapins. Et ils
préfèrent soit être vegan pour obliger quelque part les abattoirs à fermer. Mais le jour où il n'y a plus personne mange de viande, il n'y a plus d'animaux sur Terre, on va bouffer quoi? Des cachetons? C'est ça que vous voulez, les véganes? Qu'on soit tous nourris au cacheton? Vous n'avez pas l'impression de participer au cinéma, au spectacle, participer à l'accélération de l'esclavage? Parce que quand on va être rendu là, l'esclavage d'aujourd'hui, c'est la fête, hein, par rapport à l'esclavage que nos enfants sont condamnés à vivre par notre silence, notre consentement à ne pas vouloir réagir. Moi, personnellement, je préfère, même si je suis pas fan de tuer des animaux, à choisir, je préfère quand même élever mon lapin, je préfère quand même élever ma poule, savoir de quoi elle est nourrie, savoir qu'elle sera tuée dignement de mes mains, préparée pour me nourrir sainement. Et le poulet, je pense que lui aussi, s'il pouvait parler, quitte à mourir, il préférerait. Je dis pas qu'il va le faire avec joie, mais si on se met à la place des poulets, qu'est-ce qu'ils préféreraient? Vivre en petit nombre, une vie, une belle vie, dans un endroit, dans un cadre naturel, ou dans une cage sans jamais voir la lumière du jour, sans jamais toucher le sol, ses pattes ne sont qu'en contact avec les barreaux d'une cage, ramassées à la pelleteuse, envoyées à l'équarrissage encore vivant. Le problème, c'est pas forcément les abattoirs. Le problème, c'est on laisse les abattoirs et des exploitants avoir des milliers, des millions de têtes qui n'ont pas d'autre choix que de ramasser à la pelleteuse pratiquement pour envoyer à l'abattage. Il y a tellement d'abrutis à nourrir qui seront eux incapables de tuer leurs propres poulets. Donc, des milliers de têtes ensemble, ils sont bien obligés de les vacciner. Enfin, on nous fait croire qu'ils sont obligés de les vacciner pour lutter contre des maladies d'élevage, qui sont produites en laboratoire au passage. À un moment donné, réveillez-vous les gens. La nature est logiquement bien faite. Donc, interrogez-vous plutôt que de penser à l'avenir, du pognon que vous aurez dans les poches à l'âge de vos retraites quand vous serez déjà des mecs à moitié morts, que quelle que soit la somme que vous ayez dans les poches, vous n'aurez plus rien envie de profiter, vous serez déjà des zombies. Vous êtes déjà des zombies. Donc avoir 2000, 3000 euros dans la poche de garantie aujourd'hui sans savoir quelle sera la valeur de l'argent demain, après-demain, je vois pas l'intérêt. Si l'avenir de nos enfants est condamné, je vois pas l'intérêt. La seule solution, c'est d'abolir l'argent et de revenir à un système sain. Un système où chacun a la possibilité d'avoir accès à de la nourriture parce qu'il la produit lui-même, sans pesticides, sans poison, sans vaccin. C'est pareil les vaccins, on nous dit faut pas parler des vaccins, faut pas être contre les vaccins. Si c'était vraiment la vérité, les vaccins, on nous interdirait pas d'en parler. La vérité, la vérité est la vérité. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Si les vaccins étaient vraiment efficaces, il n'y aurait pas de polémique autour. C'est quoi les vaccins? Qui fabrique les vaccins? On nous fait croire que les vaccins ont éradiqué les maladies. Quand les vaccins ont éradiqué les maladies? Faut arrêter la connerie. 99% des maladies étaient déjà éradiquées au moment où les vaccins ont été inventés. Faut vous le dire comment? Faut que ce soit BFM qui vous le dise. Vous croyez que BFM va vous dire que les vaccins sont pas responsables de l'éradication des maladies? Si on doit remercier des personnes pour l'éradication des maladies, c'est les plombiers. C'est les plombiers. C'est eux en installant l'eau courante dans tous les foyers qui ont permis l'amélioration de l'hygiène, qui ont permis d'avoir une eau potable
disponible pour chacun. Ça déjà, ça a éliminé pas loin de 90% des maladies qui étaient mortelles à l'homme. Et oui, la famille Perrier, vous croyez qu'ils ont raqué pour faire installer l'eau courante dans les foyers comme ça pour notre plaisir? S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils étaient contraints eux aussi de se protéger des maladies. Et oui, parce que bah, ils sont bien compris, ils se sont aperçus que les maladies s'arrêtaient pas à leur porte parce qu'ils avaient du pognon. Donc s'ils voulaient eux se protéger des maladies, il a bien fallu qu'ils en protègent la population qui pouvait développer ces maladies. Donc en installant l'eau courante et en finançant l'eau courante partout, ils ont oui permis l'éradication de 90% des maladies qui étaient transmissibles à l'homme, et qui ne fait pas de différence en fonction de la classe sociale, que vous soyez de la petite classe ou de la dite haute classe, les maladies font pas de différence. Le typhus vous touche pareil, que vous soyez bourgeois ou pas. Donc 90% des maladies éradiquées grâce à l'amélioration de la circulation de l'eau, à la disponibilité de l'eau pour chacun. Et après, on a atteint les plus de 99% grâce à qui? Grâce à un mec qui a mis au point la possibilité d'avoir des légumes hors saison. Et oui, l'amélioration de l'alimentation, de la conservation des aliments, par la stérilisation, par la mise en bocaux, a permis, là encore, de pouvoir améliorer les, la santé. L'accès à la nourriture a permis de manger des légumes hors saison qui ont éliminé les maladies de malnutrition. Donc les vaccins, faut arrêter de croire des conneries. Les vaccins sont arrivés après tout ça. Les vaccins aujourd'hui, ils nous protègent contre quoi? Contre des maladies qui sont créées en laboratoire. Car dans la nature, toutes les maladies biologiques sont guérissables par les plantes. Pourquoi croyez-vous qu'ils veulent interdire les soins par les plantes? On nous en croit au passage que les plantes ne guérissent rien, ne guérissent peut-être pas les maladies chimiques, mais toutes les maladies biologiques sont guéries par les plantes. La nature est bien faite, je le redis. Et tous les traitements, jusqu'à aujourd'hui, pour beaucoup, sont faits de la copie des, des principes actifs des plantes, qui perdent en efficacité à partir du moment où ils sont transformés et mis en médicaments. Ça, on va pas vous le dire, par contre. Bah oui, parce que c'est plus rentable de vous vendre des cachetons que vous dire quelles plantes, quelles herbes faire pousser dans votre jardin. Quelles herbes faire pousser sur vos balcons qui permettraient de vous soigner, comme la sauge par exemple, plutôt que de vous gaver d'aspirine, d'afalgan quand vous avez des maux de crâne ou quoi. Si on avait accès à de la sauge, ça serait nettement plus efficace. Ça rapporterait moins au laboratoire, mais vos maux de crâne passeraient plus efficacement qu'avec vos doliprane de merde qui vous détruisent le foie. Donc encore une fois, je vous le dis avant de penser à vos retraites, hein, sous prétexte de protéger l'avenir de nos enfants, que vous vous en branlez de nos enfants. Hein, parce que la plupart sont des mecs comme Macron qui n'ont pas de gamins de toute façon. Ils n'ont rien à branler de nos enfants à nous. Nous, nos enfants, pour eux, pour ces enculés au pouvoir, c'est des sont vus comme des parasites. Qui sont les parasites? Qui vit sur notre dos? Ils les assassinent, nos enfants. Ils les assassinent. Pour pouvoir garder votre boulot. Les femmes, quand vous débutez, si vous avez la chance
pour vous, le malheur pour eux de tomber enceinte. On vous encourage à l'avortement. On pourra dire ce qu'on veut. Je l'ai vécu, donc je le sais. Je le sais. Hein, la mairie de Châteauroux, bande d'enculés de votre race. Je devrais avoir 2 gamins, j'en ai qu'un. Je ferme la parenthèse, je suis pas là pour parler de moi. Elles étaient beaux les emplois jeunes. Fils de pute. Enfin bref. Les solutions existent. Elles sont nombreuses. Que ce soit pour l'alimentation. On peut se nourrir sans que ça nous coûte un radis. On peut s'abriter sans que ça nous coûte un radis. On peut fabriquer nos outils sans que ça nous coûte un radis. On peut faire notre énergie sans que ça nous coûte un radis. Donc, au lieu de chercher à gagner plus, si déjà on mettait en place des méthodes qui nous permettent de dépenser beaucoup moins, faites le calcul est vite fait. Quelqu'un de normal, grosso merdo aujourd'hui, il lui faut en gros 400 balles pour bouffer le mois. 400 balles. Donc 400 balles, c'est sûr que sur un SMIC, une fois que vous avez payé tout ce qu'il y a à payer de secondaire qui n'est pas vital, bah, les 400 balles, des fois, vous les avez pas pour bouffer tout le mois. Bah, si ces 400 balles, vous ne dépensez plus déjà pour votre alimentation, parce que vous la produisez, parce que vous avez du poisson, vous avez du lapin, vous avez des poulets, et qu'en commun, on peut aussi avoir des chèvres et des moutons. Je parle pas de vaches, parce qu'une vache, c'est la partager à 20, 30 peut-être, mais se la partager à 5, 6, c'est du grand n'importe quoi. Une chèvre, un mouton, un agneau, c'est facilement débitable et partageable à quelques-uns. Et la peau est utilisable. Parce que c'est ça aussi, hein, limiter nos déchets. Donc si on produit notre nourriture, nos poissons, nos lapins, comme je disais, nos poules, on aura nos œufs en même temps, et ben déjà on va limiter grandement nos déchets. Si on produit notre énergie, pareil, vous allez faire une économie de combien? Regardez vos factures EDF. Déduisez, déduisez ça de vos salaires. C'est sûr que le salaire il prend une claque. Mais si demain vous n'avez plus d'énergie à payer, combien ça va vous faire en plus de pouvoir d'achat? Ça n'a rien à foutre d'avoir un salaire moindre. Vous aurez moins à dépenser. Et petit à petit, vous comprendrez et vous assimilerez que de dépenser de l'argent durement gagné, que c'est inutile. Vous limiterez, vous limiterez vos besoins qui sont pas vitaux. Parce qu'on en a à foutre d'avoir le dernier portable en vérité. Si t'as le dernier portable mais que t'as rien à bouffer, t'en fais quoi de ton portable? Tu le mets dans le cul, ça va te faire avancer, comme le lapin rondeur. Non. Donc si demain tu payes pas ton énergie, si demain tu payes pas ta bouffe, si demain tu payes pas les entreprises qui ont monté ta maison parce que tu as extrait les matières premières, tu les as transformées pour monter ton abri, bah de quoi ton salaire te servira? Si tu as tout ce qu'il faut pour vivre, sans avoir besoin d'aller travailler pour un patron qui t'exploite, bah l'État perd son pouvoir. Et toi, tu récupères ton consentement et ton pouvoir. Tu récupères la vraie liberté, celle de vivre et de subvenir à tes besoins vitaux. Ah, c'est sûr, aujourd'hui, tellement la terre est pourrie, ça va être compliqué. Et alors c'est pour ça que nos rivières, que notre nature est pourrie. Pour nous empêcher de revenir en arrière, pour nous empêcher de revenir à l'autonomie et l'indépendance alimentaire, énergétique et politique. Réveillez-vous les gens. Le pouvoir est dans nos mains. C'est nous qui pouvons changer les choses
eux les changeront jamais, parce que eux, leur but, c'est de nous rendre esclaves de leur volonté. Ah, le diable existe, c'est sûr, mais il est pas rouge avec des cornes comme on vous le montre à la télé. Le diable, c'est les enculés qui veulent toujours plus de pouvoir. Et pour ceux-là qui sont prêts à vous écraser, vous marcher sur la gueule, vous balancer des gommes-chocs en pleine tronche pour vous faire marcher au pas. Et surtout, payer des acteurs politiques, des acteurs syndicaux pour vous ramener au boulot, vous empêcher de vous poser des questions, vous faire bosser toujours plus pour gagner toujours moins, pour pas que vous ayez le temps de réfléchir, vous poser des questions, que vous n'ayez pas le temps de vous repolitiser. Et oui, ils impriment de l'argent comme ils veulent. S'ils veulent demain ton salaire, tu le gardes, tu travailles que 20 heures par semaine, ça suffirait amplement. Et tout le monde bosserait. Tout le monde bosserait s'ils voulaient garder leur système de merde, s'ils voulaient. Mais le problème, ils en sont conscients. Ils en sont conscients qu'ils pourraient le faire. Mais le problème, si demain tout le monde a un salaire suffisant pour vivre, si tout le monde a, après ses 20 heures par semaine, a du temps pour lui, une partie vont tomber dans la jouissivité, à se saouler la gueule, à se défoncer, à faire n'importe quoi. Encore, ils font ce qu'ils veulent, mais bon, à faire des choses inutiles qui les empêchent d'évoluer. Mais une grande partie commencerait à se remettre à réfléchir et à analyser ce système corrompu, pourri, qui pourrit tout. Donc si on veut demain, on récupère notre liberté, c'est à nous de le vouloir. C'est pas à attendre après une révolution qui sera dirigée, organisée par l'élite, qui, sentant la révolution arriver, n'aura pas d'autre choix que de la prendre en main elle-même, cette élite. Elle prendra la révolution, la dirigera elle-même pour être sûre de vous amener là où eux le veulent. Mais c'est pas pour ça que votre vie sera meilleure. On l'a vu combien de fois, ces révolutions à la con, organisées, on le sait aujourd'hui, organisées par les élites qui sont toujours au pouvoir et qui ont réduit vos libertés toujours de plus en plus, de génération après génération, vous ont aliéné de plus en plus, en passant par l'aliénation de vos parents qui vous ont retransmis. On est la somme d'aliénation des générations d'avant. Donc quand on nous dit nos aïeux ils ont fait ci, nos aïeux ils ont fait ça, c'est grâce à eux qu'on a tout ci, qu'on a tout ça. Moi je vous le dis, moi ceux qui disent ça, allez vous faire enculer parce que vous n'avez rien compris au film. Parce qu'en réalité ils ont permis à ce que nous soyons aujourd'hui des esclaves citoyens. Donc, à nous de reprendre notre liberté en main. À nous de redécouvrir ce que c'est que l'autonomie et l'indépendance. À nous de sauver notre nature avant qu'elle soit complètement pourrie et qu'aucun retour en arrière ne soit possible. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, c'est temps. Je dis pas d'aller se battre. C'est pas la solution. Parce que d'aller se battre, on le voit avec les gilets jaunes, on sera perdu d'avance. On sera perdu d'avance, on n'a pas l'expérience de la guérilla, on n'a pas l'expérience du combat dans les rues et tout ça, face à une armée organisée qui marche au pas et qui est suffisamment endoctrinée pour pas se poser de questions sur les raisons pour lesquelles elle tue son peuple. Ce qu'il faut, c'est tourner le dos à cette politique de merde. Ce qu'il faut, c'est arrêter d'écouter leurs conneries. Ce qu'il faut, c'est se poser des bonnes questions. Ce qu'il faut, c'est chercher des solutions qui vous ramèneront à l'autonomie et l'indépendance alimentaire, énergétique et politique. Et de revendiquer votre droit à la légitime défense à partir du moment où on cherche à vous mettre en esclavage. Réfléchissez à ce que c'est que le consentement, réfléchissez à l'état civil, faites des recherches, c'est pas long, et tout est disponible, tout est disponible. Ils n'ont pas le choix de nous donner les informations, même si elles sont cachées, qu'elles sont détournées, les informations sont là.
Il suffit de prendre le temps, d'un peu de temps pour pouvoir les étudier, pouvoir les méditer. Toutes les solutions nous sont données. Tout est là, sous nos yeux. Il suffit de les ouvrir et de voir, de réaliser que la vérité est en face de nous. Et tant que nous gardons les yeux fermés, nous ne la verrons pas. Donc, ouvrez les yeux, la vérité est là. Dans le mensonge, les brides de vérité se cachent. Puisque l'élite est, elle aussi, soumise au respect du libre arbitre. Donc toutes les informations nous sont données, cachées dans le mensonge, et toutes les informations nous sont données. Ce qu'il faut, c'est voir les choses d'un angle un peu différent. Si vous le faites, toutes les réponses vous seront offertes. Ah, certains appellent ça se relier à la conscience universelle. On appelle ça comme on veut. Moi, j'appelle ça le discernement, tout simplement. Et chacun avons la possibilité de voir la vérité. Ce qu'il faut, c'est d'arrêter de la nier. Ce qu'il faut, c'est arrêter de se mettre en dissonance cognitive dès que ça ne correspond pas à ce qu'on nous a mis dans le crâne profondément. Pour certains, je peux bien comprendre que c'est compliqué. Quand on a été à la fac, on a fait des grandes écoles, universités, tout ça, machin, qu'on a passé des années à se faire bourrer le crâne. Je peux comprendre que c'est compliqué. Moi, j'ai eu la chance de me faire virer du collège à 16 ans. Parce que déjà, j'étais contradictoire. Et à l'époque, c'était par rapport à la guerre d'Irak. J'étais dans un petit club à la con du collège qui devait profiter à la titularisation d'une bonne femme en échange si elle s'occupait d'un club. Donc on nous avait plus ou moins choisi pour être dans un club journal. Club journal. J'étais en troisième à l'époque, 15 ans. Et mon premier article, et un des derniers, il y a eu 2 numéros du journal de fait. Mais le premier article, c'était au moment des guerres d'Irak. Déjà, à ce moment-là, je ne sais pas par quel biais, par quelles informations j'avais pu obtenir. J'avais déjà compris que c'était du cinéma. J'avais déjà compris et je savais déjà que Saddam Hussein avait été mis en place pour pouvoir spolier les richesses irakiennes. C'était un agent mis en place comme aujourd'hui les gens sont mis en place, agents pour des groupes privés, des think tanks qui sont là pour voler les richesses des peuples, soumettre les populations à la limite du dème des démocraties, les faire obéir à des lois qui s'imposent à tous ceux habitant dans ces limites. Et bref, je dénonçais les faux prétextes, cette guerre de corrompus qui était la guerre d'Irak. Bénéfice net, mon article a été modifié et on m'a viré. On m'a empêché de continuer les études. Quelque part, merci, parce que ça m'a évité de subir un lavage de cerveau si j'avais continué dans la voie dans laquelle je m'étais destiné. Donc j'ai fini pour le bout électricien. Ça me gêne pas, c'est un beau métier. Mais en attendant, j'ai évité les aliénations, l'endoctrinement, d'être dressé comme un chien de garde par l'éducation nationale. Jugé anarchiste, j'ai été mis dehors du collège. Donc aujourd'hui, la flûte avec l'éducation nationale, les profs, tout ça, qu'ils aillent donc se faire enculer aussi. De vendu. Je pourrais en parler aussi, pareil, l'éducation. Parce que bon, il y a quelques années, malgré tout, envoyé par la NPE, j'ai travaillé pour le Greta, des formations adultes, où j'étais censé former des mecs au métier d'électricité en bâtiment.
pour pouvoir permettre aux entreprises d'utiliser des stagiaires qui... Ces entreprises qui soi-disant ne trouvent pas de personnes qualifiées à embaucher, donc qui réclament des subventions à l'État, aux villes, pour former des stagiaires, former des électriciens qui soi-disant ne trouvent pas dans la ville. Peut-être qu'un jour je vous raconterai la flûte et le cinéma et le vol de subventions que les Greta organisent sur le dos des chômeurs. Donc quand on traite les chômeurs de feignants, à un moment donné, il faut peut-être arrêter la connerie. Parce qu'eux aussi, je voudrais le rappeler, payent de la TVA. Et que ça leur fait certainement plus défaut, comme les mecs qui sont RSA, que les mecs, les fonctionnaires qui touchent 3 4 000 balles et qui les traitent de feignants. En attendant, le mec qui touche 3 4 000 balles, ça le gêne moins de payer la TVA sur les mêmes produits que le mec RSA qu'on touche que 500. Faut peut-être avoir ça à l'esprit aussi. Que la TVA, c'est 50% des recettes de l'État. Et ça, tout le monde la paye de la même façon. Riche ou pauvre, le montant de la TVA ne change pas. Donc à un moment donné, les gens réfléchissaient avant d'insulter les gens qui touchent que dalle. Parce que le peu qu'ils touchent, ils le rendent pour payer des fonctionnaires, pour payer le fonctionnement de vendus qu'empoisonnent leurs enfants, vos enfants aussi. Parce que, comme les maladies, le poison, il rentre partout. Le poison qu'il y a dans l'air, les chemtrails, c'est une réalité. Cherchez un peu. Il y a même une histoire officielle, des études historiques de l'utilisation des chemtrails depuis les années 60. Balancés manuellement au tout départ, et une trappe d'argent, tout ça pour copier les réactions observées lors des éruptions volcaniques. C'est là que l'idée leur est venue de balancer des merdes dans l'atmosphère pour voir ce que ça faisait. Donc ils ont tout essayé, ils ont tout balancé dans l'atmosphère. Jusqu'à aujourd'hui, avoir les systèmes automatisés qui balancent des chemtrails, qui, qui sont soi-disant, et je pense que oui, de toute façon, qui permettent l'amélioration de la transmission d'ondes. Mais en même temps, en plus de ça, ça favorise l'avènement de nouvelles armes technologiques, appelées dans les rapports américains armes exotiques. Alors quand on a le temps, on découvre quand même pas mal de choses. Après, c'est pas toujours évident d'en parler, parce que les gens vous traitent de fous, vous traitent de complotistes, vous traitent de feignants, vous traitent de chômeurs, vous traitent de tous les noms. Alors que vous prenez simplement le temps de vous informer. Donc à ceux-là, je leur dis bande de cons. Ouvrez les yeux avant de critiquer, renseignez-vous un peu, agissez pas comme des vendus, connivants, complices, car vous n'êtes que des inconscients. La vérité est présente partout dans le mensonge.